C'est bon? Très bien. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Première séance de conseil municipal de rentrée. Donc, tout d'abord, je vais demander à monsieur Jacopin. Alors, vous êtes secrétaire de séance, mais vous avez aussi secrétaire de commission. Ça ne vous dérange pas? Vous pourrez faire les deux? Oui, c'est tout. Bon, allez, très bien. Donc, je vais vous demander de procéder à l'appel. Présent. Anne Caro. Présent. Michel Caldour. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présent. Thierry Collard. Présent. Isabelle Desdélec. Présent. Mathieu Sétier. Présent. Sophie Guillabat. Présent. Gilbert Quintel. Présent. Michel Richard. Présent. Nelly Gallet. Présent. Marie-Françoise Kergounou. Présent. Alain Tuet. Présent. Jean-Jacques Cadalin. Présent. Pierre Lévin. Présent. Catherine Mercer. Présent. Bénédicte Rollet. Présent. Stéphanie Poteau. Présent. Céline Kéranguezel. Présent. Olivier Yvain. Qui va arriver? Okay. Antoine Audouard. Présent. Denis Fellet. Présent. Bruno Simon. Présent. Sylvie Ravaillot. Présent. Daniel Carlan. Présent. Moi-même. Catherine Déniel. Présent. Jean-Philippe Souriman. Présent. Emmanuel Lebas. Présente. Bien, merci. Je vais tout de suite procéder à l'approbation du procès verbal de la dernière séance du conseil municipal du 8 juillet 2021. Le secrétaire de séance était M. Kerjean. Donc, y a-t-il des observations sur ce procès verbal? Il n'y a pas? Je considère que c'est adopté. Donc, je vais vous faire passer. Alors, signature du dernier. L'avant-dernier, certains n'ont pas encore signé, donc je refais passer. Et l'avant-avant-dernier, je crois que c'est M. Kerjean qui n'avait pas signé, donc je vous fais passer aussi pour vérification et pour signature si jamais vous n'avez pas signé. Autre information, j'ai fait retirer le point 18, mais ça avait été adressé à l'ensemble du conseil municipal sur la subvention, la création d'emplois d'Iroise-Ledim pour manque d'information, pour complément d'information que nous n'avions pas. Donc j'ai décidé de le retirer. Il sera saute si les informations arrivent, présenté au prochain conseil, mais il n'y avait pas d'urgence. Je préfère avoir toutes les informations que de passer quelque chose qui ne serait pas bon. Ensuite, le premier point de l'ordre du jour, qui est une information. Vous savez, il y a eu modification dans le tableau de... Pardon. Est-ce que je peux intervenir avant le début du conseil? C'est pour une question diverse ou quoi? C'est pour... Oui, c'est plus une introduction, un retour sur les événements d'été. D'accord. Non, Non, ça va, allez-y. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Dis papa, on va où chercher le pain aujourd'hui? À la boulangerie du milieu, en face de la mairie, ou à celle de la Cigale? Repère d'une jeune fille de 10 ans, mais c'est la fin de l'été pour la Cigale, la bise est venue, la Cigale ne chantera plus. À la place, bientôt, un terrain vague, puis des immeubles en béton. La Cigale n'aura pas passé l'été, donc un été de catastrophe naturelle, des températures inédites. Bon, je vous arrête tout de suite. C'est un sujet aujourd'hui que je considère vous êtes en train d'essayer de trouver sans avoir les informations. Moi, je pensais que c'est une information générale de rentrée. C'est tout simplement un sujet polémique. Donc, je vous arrête et je vais démarrer tout de suite le premier point de l'ordre du jour. Ce n'est pas un défaut de démocratie. C'est, je sens tout de suite cette polémique qu'on entend sur les réseaux avec des fake news, puisque je me permets de citer le nom, des fake news qui sont désagréables à entendre par des gens qui ne connaissent rien. Vous m'interrompez, pardon, je vous interromps, mon propos n'est pas terminé. Vous n'avez aucune idée du sens que je veux donner à mon propos. Vous êtes juste dans la spéculation, monsieur Ogor. Allez, ça c'est un déni de démocratie. Si ça vous fait plaisir. Merci, c'est gentil. Vous êtes très aimable ce soir. Ça commence bien pour une rentrée. Donc, je poursuis. Merci à tous. La Cigale n'aura pas passé l'été, donc un été de catastrophe naturelle, des températures inédites dans le bassin méditerranéen ou dans l'ouest américain, des inondations exceptionnelles en Afrique, en Asie. Je reprends mon souffle. Des incendies au-delà du cercle polaire et j'en passe. Même les sceptiques admettent le dérèglement climatique.
Alors agissons et vite, il y a urgence. Agissons et vite à tous les échelons, international, européen et national, car les normes, les codes, les lois incitent et guident les politiques publiques et les choix des individus. Individuels, bien sûr, car les petits ruisseaux font les grandes rivières. À notre niveau, enfin, celui des élus d'une municipalité, agissons, profitons, comme nous l'avons fait, du plan de relance pour financer la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Je ne vois pas où est la polémique. Continuons de mettre en œuvre les actions proposées par l'État ou la métropole, la journée de l'arbre, le programme Wati ou Serial Cleaner. Je ne vois toujours pas de polémique. Cependant, nous sommes convaincus qu'il faut aller plus vite, plus fort. Par exemple, si nous adhérons à la lutte contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, nous restons quoi face aux matériaux utilisés? Nous pensons particulièrement au béton, qui, tel que nous le connaissons, est à bannir en vue d'une urbanisation durable, forte empreinte carbone, gourmand en eau et en énergie, dégradation des écosystèmes lors de l'extraction de la matière première. N'oublions pas que les logements construits aujourd'hui seront là pour plusieurs décennies. Nous pensons aussi à la bitumisation des sols ou au peu de végétalisation. Renforçons donc les obligations relatives aux exigences environnementales afin que le critère financier ne soit plus le seul et que le critère environnemental devienne le principal. Je ne trouve pas ça très polémique, pardon. Un autre exemple. Nous applaudissons la nomination d'une élue au développement durable. Sa candidature au conseil d'administration d'Energence et la constitution d'un groupe de travail sur ces thématiques. En effet, il faut rapidement mener des actions de fond qui ont un impact sur le long terme, en sensibilisant nos concitoyens et en éduquant nos enfants. L'impact immédiat sera faible, certes, mais ces actions structurantes feront émerger de nouveaux comportements. Je pense qu'on va plutôt dans votre sens. Et il y aura quoi à la place de la cigale? Un immeuble en béton, ma chérie. Mais papa, le béton, c'est pas bon pour la planète. Merci de m'avoir laissé terminer. Très bien, allez. Le silence est la meilleure réponse à tout ça. Allez, premier point de l'ordre du jour. Je reviens sur la délégation des adjoints. Non, mais attendez. C'est vous qui donnez le ton, là. Merci. N'essayez pas de faire porter aux autres votre propre responsabilité. Je pense qu'on ne sera jamais d'accord sur certaines choses. Je peux approuver certaines orientations, il n'y a pas de souci. C'est l'art et la manière de présenter les choses comme vous le faites, avec un petit pic quand même lié à certaines choses. Bon, allez, je ne vais pas polémiquer là-dessus. J'ai passé l'âge d'avoir des... C'est bon, s'il vous plaît. C'est moi qui donne la parole. Information au conseil municipal, donc délégation, ce sera une information. Donc, en vertu des articles L2122-18 et L2122-20 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de fonctions et de signature aux adjoints au maire et à un ou plusieurs conseillers municipaux, dès lors que chaque adjoint est titulaire d'au moins d'une délégation. Donc voilà, suite à l'élection du 3e et 7e adjoint, des 3e et 7e adjointes, je vais arrêter, lors du conseil municipal du 8 juillet 2021. Donc j'ai pris des arrêtés pour fixer les délégations comme suit. Anne Caro, première adjointe d'affaires sociales, logement social, insertion, personnes en situation de handicap. Michel Cadour, toujours finances, grands travaux, personnels et administration générale. Anne-Sophie Mormand, adjointe urbanisme, aménagement, voirie, environnement, développement durable, politique de mobilité. Thierry Collat, adjoint à la culture, animation, communication et protocole. Isabelle Nedelec, adjointe à l'éducation, enfance et jeunesse. Mathieu Seité, 6e adjoint vie sportive et associatif. Sophie Guillamard, adjointe à l'économie, commerce, artisanat, emploi et amélioration du cadre de vie. Gilbert Quintel, 8e adjoint, travaux et sécurité. Pierre Évin, conseiller délégué auprès de Anne Caro, insertion, personnes en situation de handicap et politique de mobilité. Alain Coeuf, conseiller délégué à la voirie. Et Antoine Audois, conseiller délégué aux événements et manifestations culturelles. Alors, il y a deux commissions qui ont pris connaissance du dossier. La commission urbanisme. Qui c'est le rapporteur? Ah ben c'est monsieur Jacobin. D'accord. Et la commission culture. Ah non, il y a 4 commissions. Qui c'est les secrétaires? Vous n'avez pas pour vos cahiers? Alors, les secrétaires, je vais rappeler. Ah d'accord, j'ai pas entendu.
C'est Marie-Françoise Clergenou pour le lien social et Sophie Guillemard pour l'administration générale et finances. La commission lien social, d'accord, et la commission affaires générales et finances, d'accord. Y a-t-il des questions là-dessus? Il n'y en a pas. Bon, c'était une information. Deuxième point de l'ordre du jour, c'est le renouvellement au conseil d'administration d'Énergence. Là aussi, c'est une information. Donc, l'Assemblée générale extraordinaire et ordinaire d'Énergence a lieu le 30 septembre 2021, donc très bientôt. Il a été procédé à un appel de candidature au conseil d'administration. Des propositions de modification statutaire seront faites lors de l'Assemblée générale extraordinaire, avec notamment la création d'un collège composé uniquement de communes, donc c'est le collège 2. Les EPCI composeront le collège 2 bis. De plus, dans le cadre du renouvellement du conseil d'administration, il a été fait appel à candidature. Les délais de réponse étant fixés avant la date du conseil municipal, ce dernier est informé de la candidature de Madame Anne-Sophie Morvan. Donc la commission urbanisme a vu le dossier. Merci. La commission affaires générales et finances. D'accord. Il y a des questions? Oui. Candidature de quelqu'un de Guilher au conseil d'administration. On espère que vous serez élu, bien sûr. Si vous êtes élu, du coup, est-ce que vous pourriez nous communiquer les comptes rendus de CA après les réunions de CA d'Énergence, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Alors jusque-là, l'année dernière, j'ai pu assister à l'Assemblée Générale, mais j'étais seulement invitée. Enfin, la commune était seulement invitée. Nous sommes adhérentes seulement depuis 2021, donc pour le moment, nous n'avions pas accès au compte rendu de CA. Après le prochain conseil d'administration, nous serons de toute façon dans l'obligation de vous passer le rapport d'activité en conseil. D'accord, ok, merci. Voilà. Ce n'est pas les comptes rendus de conseil d'administration. Hein. C'est le rapport d'activité. C'est différent. Hein. Tous les statuts des conseils d'administration, tout n'est pas, je dirais, public. Mais par contre, le rapport d'activité, comme ça passera sans doute dans toutes les communes adhérentes et les EPCI et autres. D'accord. Comme le rapport sur l'eau, le rapport de la métropole. Ok. Ok, donc c'était une information. Le troisième point de l'ordre du jour, toujours une information. Rapport d'orientation définitive de la Chambre régionale des comptes de Bretagne et la réponse apportée. Alors, moi, je vais vous lire tout simplement la même délibération que la métropole a effectuée. Hein. La Chambre régionale des comptes de Bretagne a examiné la gestion du chauffage urbain par Brest Métropole pour les années 2013 et les suivantes. Ce contrôle a donné lieu à un rapport d'observation définitive notifié le 1er avril 2021. Les réponses parvenues de la Chambre, dans le délai légal d'un mois, ont été jointes au rapport d'observation définitif pour constituer un document juridique. Conformément à l'article L243-6 du Code des juridictions financières, le rapport d'observation définitive a été inscrit à l'ordre du jour du Conseil de la Métropole du 29 juin dernier. Suite à cette présentation à l'organe délibérant de Brest Métropole, la Chambre régionale des comptes a donc fait parvenir le rapport afin qu'il donne lieu à un débat lors du Conseil municipal des communes, membres de la métropole. Donc, moi, le dossier, il est accessible à tout le monde. Je ne vais pas vous faire le rapport. La métropole a fait quelques réponses sur les réseaux de chaleur. Il y a le réseau de chaleur de Brest et le réseau de chaleur de Plougastel. Donc, je vous demande de prendre acte le dossier a été vu en commission d'urbanisme, aménagement et développement durable. M. Jacopin ? D'accord. Donc, le rapport est accessible à tout le monde. Hein. Bon, il est assez copieux, mais bon, il n'y a pas vraiment de choses. C'est tout simplement des précisions tatillonnes, je trouve, de la Chambre régionale des comptes. Mais bon, le réseau de chaleur, on sait qu'il va se développer. Et plus il se développe, plus il apporte du chauffage urbain à un coût relativement plus modeste. Et donc, ça fait partie aussi des actions de développement durable pour la collectivité. Voilà. Ensuite, c'est un autre rapport, la délégation générale du conseil municipal au maire. Donc, comme il vous a été expliqué en commission, hein, le conseil municipal peut déléguer au maire. Non, c'est Anne, pardon, c'est toi. Excuse-moi.
Le conseil municipal peut déléguer au maire tout ou partie des compétences fixées par l'article L 2122-22 du CGCT. La délibération en date du 26 mai 2020 fixe les délégations et les conditions et limites dans lesquelles elles peuvent être exercées. Vu la délibération du 26 mai 2020 portant délégation générale d'attribution du conseil municipal au maire, il convient de préciser dans l'alinéa 16 le champ de la délégation, à savoir intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions. La nouvelle délibération annule et remplace les précédentes. Il est proposé au conseil municipal d'intégrer cette modification. Les autres termes de la délégation restent inchangés. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance. Merci. Lien social. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions là-dessus? Bon, vous savez, c'est suite. C'est vrai, quand on ne pense pas à tout, quand on fait la délégation générale au maire, on ne pense pas les actions en justice, mais c'est vrai que comme on est aujourd'hui avec notre histoire de la salle pour des vices de forme qui ne sont pas liés à notre problème, mais comme on a été mis dans la partie par effet induit, comme c'est nous qui sommes la maîtrise d'ouvrage, donc voilà, il fallait changer la délégation générale au maire. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Là, je vais poser la question. Normalement, c'est moi qui dois présenter le mandat spécial dans le cadre du congrès des maires. Je ne dois pas sortir? Non. Parce que maintenant, je me méfie, vous savez, avec toutes tous les gens qu'on envoie, les élus qu'on envoie aux tribunaux parce qu'ils ont voté une subvention à une association ou parce qu'ils ont voté pour eux-mêmes, vous savez, maintenant, on devient dans un pays complètement fou. Mais enfin bon, je vais présenter ce mandat spécial dans le cadre du congrès des maires. C'est quelque chose qu'on faisait tous les ans, il ne posait pas de problème. Je ne vois pas pourquoi il pose de problème cette année. Vu le décret 2006-781 du 3/07-2006, fixant les conditions et modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents de l'État et par extension des collectivités territoriales et de leurs élus. Vu l'arrêté du 16 février 2015 relatif aux dépenses des collectivités territoriales pouvant être payées sans ordonnancement préalable ou avant service fait en son article 7. Prestation de voyage. Donc, vu l'article L2123-18 du CGCT relatif au remboursement des frais de déplacement dans le cadre de l'exécution des mandats spéciaux, vu la délibération en date du 18 juin 2015 posant le cadre concernant les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux, cette dernière précise le champ d'application du mandat spécial. La notion du mandat spécial s'entend de toutes les missions accomplies avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales et qui ont un caractère ponctuel ou exceptionnel. Dans l'hypothèse où les frais mentionnés sont liés à l'exercice d'un mandat spécial ou un conseiller municipal, le remboursement à la prise en charge directe sera en outre assujetti à une délibération du conseil municipal conférant le dit mandat spécial aux élus concernés. Donc, pour l'association des congrès des maires, dont la commune de Guilher, bien sûr, est adhérente, organise chaque année le congrès des maires. Bon, l'année dernière, il n'y en avait pas eu. Cette année, il aura lieu le 16 et le mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 à Porte de Versailles. Ce congrès permet d'échanger sur les problématiques communes. Considérant que les frais engagés pour la participation au congrès des maires rentrent dans le cadre de la définition du mandat spécial. Donc, il est proposé d'accorder un mandat spécial dans le cadre du congrès des maires du 16 au 18 novembre, qui aura lieu à Paris, à Pierre-Auguste, maire, Madame Anne Caro, première adjointe, Monsieur Michel Cadeau, deuxième adjoint, Monsieur Thierry Collat, quatrième adjoint, et Monsieur Pierre Évin, conseiller municipal délégué. En cas d'empêchement d'un des élus, si de subventionner, une possibilité de substitution par un autre élu est prévue sous réserve de nomination par arrêté du maire. Les frais de transport et d'inscription ainsi que les frais de nuitée et de repas sont pris en charge par la commune selon les dispositions prévues par la délibération du 18 juin 2015. Les commissions ont vu le dossier. Commission urbanisme a vu le dossier. 6 voix favorables, une abstention. D'accord. Commission culture, animation. Jeunesse. Merci. Commission lien social. Commission affaires générales et finances. D'accord. Y a-t-il des questions? Oui.
Je voulais préciser que nous nous abstiendrons par principe sur ce point, car même si les raisons de pragmatisme que vous avez données sont entendables, c'est malgré tout une délégation de 4 hommes et une femme qui se rendra au congrès des maires. Et si toutes les communes de France font de même, la parité sera encore une fois loin d'être atteinte. J'en profite également pour faire un vœu pieux. La décision proposée ce soir indique que la participation au congrès est d'intérêt communal. La gestion de la commune relevant du conseil municipal, nous pensons qu'il serait aussi d'intérêt communal que les membres de la minorité puissent participer au congrès au moins une fois sur la durée du mandat. Merci. Sur la première, je ne vais pas répondre, c'est tout simplement une liberté. Il n'y a pas d'obligation de parité dans ce choix-là. On pose la question d'abord aux... Enfin, moi, je souhaite que ce soit les adjoints et les conseillers délégués qui sont en poste de responsabilité, puisqu'il y a beaucoup de, comment dire, de réunions qui sont liées à leur mission et des échanges. Il y a des différents dans le congrès, puis bon, il y a ces réunions qui sont intéressantes, et puis des échanges entre les adjoints des autres villes qui sont des mêmes missions. Voilà, quand on n'a pas ces missions-là et qu'on est simple conseiller municipal, c'est pas, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est tout simplement, je crois, et après, de l'année prochaine, je pense que ce ne sera pas les mêmes, il y aura d'autres personnes qui vont venir, et puis voilà, dans le cadre des mandats, on essaye de faire évoluer les choses. Maintenant, à l'ouverture d'un élu de l'opposition, moi, il n'y a pas de problème. Moi, l'année prochaine, pas de problème, on vous ouvre une place, sachant très bien qu'aujourd'hui, on donne un mandat spécial pour tous les frais liés aux élus. Et je peux vous garantir, et je vous l'assure, qu'on ne paye que le transport et l'entrée au salon. Tous nos repas sont payés par ce personnel, et on ne demande à la commune, on n'a jamais demandé à la commune de les rembourser. Voilà, je vous dis tout de suite, par transparence. Donc voilà, celui qui viendra devra assumer après, non, l'hôtel est payé, le transport sera payé, mais effectivement, les faux frais ne seront pas assumés. Je le dis, comme ça, il n'y a pas de surprise au final. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des abstentions? Tout le groupe. D'accord. Merci. On continue. Là, c'est un point donc sur la rentrée scolaire. Je vais donner la parole à Isabelle Detenec. Mais là-dessus, il n'y a pas de vote non plus, mais faire un petit point de... Une information. Une information. Alors, petite information pour cette année. Donc, nous sommes à 1339 élèves scolarisés pour la rentrée 2021 sur notre commune, entre l'enseignement public et l'enseignement privé. L'an dernier, nous étions à 1343 élèves. L'école maternelle et élémentaire sont à 793 élèves, Châteaubriand 263 élèves, Poulenc-Kergomard 276 élèves, Sainte-Thérèse 254 élèves. Collège public et privé, 546 élèves au total, Croix-Arpénoc 350 élèves et Sainte-Marie 196 élèves. Donc on peut dire que quand même nos effectifs sont plutôt stables dans les écoles ainsi que dans les collèges, sachant que depuis nous avons fait aussi des inscriptions. Évolution globale, là vous avez l'évolution globale des totales élémentaires, total maternelle et total collège sur 10 ans. Vous pouvez voir la courbe, ça reste quand même stable. Évolution dans les écoles primaires, donc en élémentaire et en maternelle. Sachant que l'an dernier, nous avions un gros groupe de CM2 qui est parti au collège. Là, vous avez les différents effectifs, que ce soit par niveau, avec sur 4 ans. Et l'année prochaine, nous aurons encore un gros groupe de CM2 à partir. Sur les maternelles, vous avez les courbes. Donc en maternelle publique en bleu,
vous pouvez voir. Et en rouge, vous avez la maternelle privée, qui reste stable aussi. Vous avez un zoom sur l'élémentaire, hein. Donc en élémentaire public et l'élémentaire privé, que ce soit bleu clair ou bleu foncé. Là, vous avez les différentes classes. Donc, on a sur Pauline Kergomar 8 TPS, 33 PS, 26 MS, grande section 34, CP 40, CE1 35, 28 CE2, CM1 36 et 36 CM2. Donc, vous avez 101 en maternelle et 175 en élémentaire. Et la rentrée dernière, nous avions 289 élèves. Élémentaire Châteaubriand, CP 22, CE1 32, CE2 40, CM1 29 et CM2 41. Donc 164 élèves contre 168 hein, l'an dernier. Et nous avons malheureusement une fermeture de classe sur ce groupe-là, sachant qu'il y a eu quand même beaucoup de fermetures de classe dans le département cette année. Châteaubriand maternelle, en TPS vous avez 15, PS vous en avez 27, MS 25, grande section 32. Nous avons 99 élèves contre 85 l'année dernière. Sainte-Thérèse, donc là vous avez un global de 254 élèves, 106 en maternelle contre 108 et 148 en élémentaire contre 146. Donc là aussi, malheureusement, il y a une perte de classe. L'évolution dans les collèges qui reste stable, hein. 350 en public et 196 en privé. Alors, vous avez fait bien sûr différents travaux, hein. Donc vous avez les travaux par entreprise. Travaux réalisés pendant l'année pour un montant de 12 601 €. Donc, des diagnostics de radon, de reprise d'étanchéité, carte électronique centrale d'air à Pauline Kergomar et la carte mère centrale incendie à Châteaubriand. Des travaux qui ont été aussi réalisés pendant l'été. Donc, installation de points d'eau dans les classes de Châteaubriand élémentaire et reprise d'alimentation des radiateurs pour 9 180. Vous avez travaux qui seront programmés d'ici la fin de l'année. Donc, installation PPMS pour les 3 écoles qui vient d'être mis en place là, il y a quelques jours. Et diagnostic qualité de l'air à Châteaubriand pour un total de 12 183 €. Donc, travaux en régie. Travaux réalisés pendant l'année. Donc, des poses de nez de marche avec des bandes pour 3 231 € avec aussi la peinture du portail à Pauline Kergomar. Travaux réalisés pendant l'été. Alors, il y a eu pas mal de choses, hein. Peinture dans la salle des ATSEM à Châteaubriand, création d'un jardin potager à Châteaubriand. Ah oui, Châteaubriand. Remplacement des luminaires, des LED maternelles à Pauline Kergomar. Peinture plafond dans une classe à Pauline Kergomar. Installation supplémentaire de lavabo à Pauline Kergomar et à Châteaubriand. Et nettoyage de la façade élémentaire Châteaubriand pour 6 284 €. Et des travaux qui seront programmés d'ici la fin d'année. Donc, pose de cloison dans un local de stockage à Châteaubriand élémentaire, peinture à l'étage de la BCD et garderie élémentaire, et peinture et plafond dans les classes encore à Pauline Kergomar. Bien sûr, tout ça pour 922 €. Investissement. Donc, investissement réalisé durant l'année. Donc, achat de cellules de refroidissement, réaménagement de plonge, robot coupe, tout ça pour un total de 16 769 €. Investissement d'été. Donc, il y a eu des lits superposés, chariot de ménage et aspirateur, tour de son à Châteaubriand, tableau VPI à Pauline Kergomar, tableau Châteaubriand élémentaire, des steps aussi à Châteaubriand, nouveau matériel de motricité à Châteaubriand maternelle, donc des sièges de bureau de garderie à Pauline Kergomar, chariot pour transport liaison chaude, armoire de maintien au chaud, fontaine à eau rafraîchissante, remplacement de vaisselle et un meuble bas inox pour un total de 16 569 €. Et pour des
pour la fin de l'année, vous aurez d'autres investissements qui vont être faits, du matériel informatique. Nous sommes toujours en attente d'une réponse pour le plan de relance, des bacs composteurs cuisine pour Pauline Kergomard et des aménagements de la BCD à Pauline Kergomard. Bilan périscolaire. Donc la restauration, 48 867 repas ont été servis sur l'année 2020-2021. On va prendre sur une année classique, on va dire 55 356 avaient été servis sur 2018-2019. 22 109 à Châteaubriand et 26 752 à Pauline Kergomard. Pour la pause méridienne, 3 676 heures déclarées. Donc malheureusement, nous avons eu peu d'animation par rapport aux tous les protocoles sanitaires qu'il fallait mettre en place. Nous ne pouvions pas mélanger les groupes. Donc voilà. Pour la LSH périscolaire, le matin, 7038 de présence pour la LSH du matin, ce qui fait 11 280 heures d'accueil. Le soir, 13 815 de présence en LSH du soir. 65% des enfants partent avant 18 heures, ce qui fait 21 362 heures d'accueil, pour un total de 36 319 heures. Donc le temps de surveillance proposé aux familles à 16h30 et 17h a été utilisé 3 908 fois. En comparaison, 3 612 présences avaient été enregistrées l'année 2019-2020. Donc voilà nos projets pour l'année 2021-2022. Donc animation scolaire, après une année de marche réduite, tous les professionnels souhaitent une reprise, qu'on puisse reprendre tout cela. Coupe le machin. Donc initiation au breton pour 5 classes sur les 2 écoles. Wati à l'école pour 6 classes. La journée de l'arbre pour les élèves de grande section, le programme Serial Cleaner pour les enseignants volontaires, une intervention de la compagnie Une de plus pour les grandes sections et 2 classes élémentaires, et une séance du festival Grande Marée pour les CE1 et CE2. Mais bon, c'est la journée. C'est la journée. Donc, projet périscolaire, donc projet d'animation à l'issue du projet pédagogique a été fortement impacté par les contraintes sanitaires 2020-2021. Donc, en cette nouvelle rentrée scolaire, le projet de réduction de gaspillage alimentaire va donc voir le jour. Installation de composteurs à Pauline Kergomard, tri sélectif pour les élèves, et éducation à l'environnement, jardin pédagogique, composteur, et activités avec des matériaux de récupération. Voilà, monsieur le maire. Bien, merci pour cette présentation. Ce point de rentrée scolaire. Les commissions ont vu le dossier, commission culture, animation, jeunesse, éducation. D'accord. Affaires générales et finances. Très bien, y a-t-il des questions? Monsieur le maire, j'ai un petit commentaire si vous voulez bien. On remarque dans le bilan qu'il y a des fermetures de classes malheureusement et des pertes d'effectifs. Et pour pouvoir stabiliser cette situation et si possible l'augmenter, on ne peut que densifier la population, non pas par l'extension, mais par la reconstruction sur soi-même. C'est ce qui se passe actuellement dans le centre-bourg pour espérer la remontée ou au moins la stabilisation des effectifs dans les écoles. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Il n'y en a pas? Bon. Globalement, la rentrée s'est très bien passée. Je dis très bien puisque nous avons eu, je dirais, dans toutes les visites que nous avons fait le jour de la rentrée, je dirais quelque chose de... Le directeur satisfait, les travaux faits pendant l'été qui correspondaient à ce qui était attendu. Je voudrais remercier justement tous nos agents ton micro. Je voudrais remercier justement tous nos agents qui sont sur les écoles, que ce soit aussi présents sur les écoles, mais aussi administratifs, qui travaillent pour les écoles pour que justement ce soit une année parfaite pour nos enfants. Et nos services techniques. Et, bah oui, nos services techniques, oui. Alors voilà, donc ça, et je rebondis aussi sur ce que vient de dire Pierre-Évin. Notre crainte tous les ans, c'est les inscriptions. On a eu quelques inscriptions depuis, donc les chiffres qui sont là sont un peu plus élevés.
Mais effectivement, si nous n'avions pas nos programmes d'urbanisation que l'on a actuellement, que l'on a depuis de nombreuses années, on serait à fermeture de classe, mais pas une, 2, 3, 4, certainement. Moi, ce qui me convient très bien, c'est que ce soit dans le public ou dans le privé, il y a une stabilisation, voire même une petite augmentation dans le privé. Voilà, nous avons fait des travaux chez nous dans le public, mais le privé aussi, en élémentaire, est en train d'investir, a investi aussi pour accueillir de façon meilleure les enfants de la commune. Et je trouve que ça va dans le bon sens, et que ce soit au collège aussi, avec les projets, collège public ou privé, les projets qui sont en cours, qui vont se faire, sont, je dirais, réjouissants, puisqu'on mettra des moyens de qualité pour accueillir nos élèves. Bon, voilà, il y a juste que la redistribution des cartes scolaires pour les collèges, dont là, je me dois m'en occuper, mais plutôt les nouvelles sont bonnes de ce côté-là, mais c'est vrai que la carte scolaire est en train de se redistribuer, puisque là, on va vers une baisse des effectifs considérable au niveau du département dans les années futures, mais ça, c'est un autre débat et dans un autre lieu. Voilà, donc merci pour cette présentation, et je vais céder la parole, je te laisse la parole d'ailleurs pour parler des répartitions intercommunales des charges de fonctionnement. Alors, donc l'article L212-8 du Code de l'éducation fixe le principe de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Principe général, une commune pourvue d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire n'est tenue de participer aux charges supportées par les communes d'accueil que si son maire a donné son accord préalable à la scolarisation des enfants concernés hors commune. Cas dérogatoire. Toutefois, dans 3 cas prévus par l'article R212-21 du Code de l'éducation, une commune ne peut refuser de participer aux charges de scolarisation d'un enfant domicilié sur son territoire et inscrit dans une école d'une autre commune, même si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante. Lorsque les 2 parents exercent une activité professionnelle et qu'il n'y a pas de service de garderie ou de cantine dans la commune de résidence, lorsque l'état de santé de l'enfant le nécessite, lorsqu'un frère ou une sœur est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire de la commune d'accueil. Pour relever de ce dernier cas dérogatoire, il est nécessaire que l'inscription du premier enfant soit justifiée soit par l'un des 2 cas, soit par l'absence de place au moment de l'inscription, soit par la poursuite de la scolarité maternelle ou élémentaire concernée. L'article L212-8 ajoute que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou par l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant, commencée ou poursuivie durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Les communes de Brest Métropole ont convenu de ne pas instituer de participation aux charges de scolarisation des enfants domiciliés et scolarisés sur leur territoire, quelle que soit la commune de résidence et la commune d'accueil. Concernant les communes extérieures à Brest Métropole, il est proposé de demander une participation correspondant au coût de fonctionnement des écoles publiques de la commune, tel qu'il est annuellement transmis au service départemental du ministère de l'Éducation nationale, la DAZEN. Pour l'année civile 2020, ce coût s'élevait à 739 €. Donc il est demandé au Conseil municipal d'approuver le principe de cette participation. Merci. La Commission Culture, Animation, Jeunesse, Éducation, Sport. Merci. Commission Affaires Générales et Finances. D'accord, des questions? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On continue. Participation communale aux dépenses de fonctionnement de l'école Sainte-Thérèse. Toujours Isabelle. Alors, considérant que la participation des communes aux charges de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association est une dépense obligatoire, considérant que du fait de son caractère obligatoire, le montant du forfait ne nécessite pas le passage d'une convention,
Considérant que le montant du forfait doit être fixé par délibération et qu'il doit être égal au montant de la participation de la commune pour les élèves des écoles publiques, article L 442 du Code de l'éducation, considérant le coût moyen de fonctionnement d'un élève des écoles publiques de l'année N-1 est de 739 €, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant du forfait à 739 € par élève. Le montant total de la participation sera calculé sur la base du nombre d'élèves domiciliés sur Brest Métropole présents à la rentrée 2021-2022 et sera versé en 2 fois, pour moitié en janvier 2022 et l'autre moitié en avril 2022. Pour l'année 2022, le montant total de la participation de la commune pour les élèves scolarisés à Sainte-Thérèse s'élèvera à donc 238 élèves par 739 €, soit 175 882 €. Le montant 2021 était de 179 830 € pour 245 élèves scolarisés. Pour information, 16 élèves sont domiciliés hors Brest Métropole, 4 en maternelle et 12 en élémentaire. Donc il est demandé au conseil municipal de valider le montant de la subvention 2022 et d'en autoriser le versement. Merci. La commission culture, sport, association, enfance, éducation. Avis favorable. Commission affaires générales et finances. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Oui. Oui. D'autres qui ont des enfants? Oui. Je vous demande de ne pas voter. De ne pas part au vote. Stéphanie Potero, Olivier Yvain et Anne-Sophie. Jean-Philippe Sourimont. D'accord. D'accord. Monsieur le maire, j'enseigne dans le privé. Est-ce que... Non, mais là, on vote pour Guilher. Hein. Ouais, non. Non. C'est ceux qui ont leurs enfants dans leurs écoles. Ça pourrait être considéré aussi de donner une aide à des enfants dont les parents. Hein? C'est une dépense obligatoire, mais moi, je préfère que les gens ne prennent pas part au vote. Ça ne va pas changer la nature du vote, mais au mieux que je n'ai pas envie qu'ils soient au tribunal et qu'ils aient 4 000 € à donner. Donc les gens qui ne prennent pas part au vote, c'est bon. Des abstentions, des votes contre, il n'y en a pas. Unanimité, merci. Point suivant, Michel Cadeau, donc c'est le DM numéro 2. Donc en préambule, une décision modificative a pour objet d'ajouter les prévisions inscrites au budget primitif. En effet, lors de l'élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec une estimation la plus sincère possible. Or, au fur et à mesure de l'exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou surestimés. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent l'inscription de crédits budgétaires complémentaires. Dans ce contexte, l'ADM ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux besoins. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative numéro 2 du budget principal. Donc, décision modificative numéro 2 du budget principal. Lors de la séance du 18 février 2021, le conseil municipal a adopté le budget primitif pour un montant total en dépenses et en recettes de 10 241 942 € et 28 centimes au titre du seul budget principal. Suite à la décision modificative numéro 1, votée le 10 juin 2021, les crédits inscrits au budget principal s'élèvent à 10 254 942 € et 28 centimes en dépenses et en recettes. Tout mouvement budgétaire confondu, la présente décision modificative numéro 2 va porter l'inscription des crédits à un total de 10 346 542 € et 28 centimes en dépenses et en recettes. Les mouvements des crédits du budget principal sont détaillés ci-après. La section de fonctionnement. Cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 75 500 €. Après décision modificative, le total de la section de fonctionnement s'élève à 6 756 335 € et 94 centimes. Les dépenses de fonctionnement sont proposées en augmentation de 49 500 €. Au chapitre 11, charges à caractère général, plus 14 500.
je passe Passe 12, ben, vous avez vu en commission. Hein. Ouais, ouais. Donc je passe au chapitre 12, ouais. voilà. Ouais. Chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, plus 35 000 euros. Chapitre 13, atténuation de charges, plus 35 000 euros. Chapitre 73, impôts et taxes, plus 241 000. Chapitre 74, dotation et participation, moins 170 000 euros. Chapitre 77, produits exceptionnels, moins 30 500 euros. La section de fonctionnement est équilibrée par une augmentation des crédits à hauteur de 26 000 euros à la ligne 23, virement à la section d'investissement en dépenses de fonctionnement. Cette somme correspond à la différence entre les nouvelles recettes et les nouvelles dépenses de fonctionnement, 75 500 euros moins 49 500 euros. On passe maintenant à la section d'investissement. Donc la présente décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de 16 100 euros. Après décision modificative, le total de la section d'investissement s'élève à 3 590 206 euros et 34 centimes. Les dépenses d'investissement sont proposées en augmentation de 16 100 euros. Donc au chapitre 204, subventions d'équipement versées, moins 23 000 euros. Chapitre 26, participation et créances rattachées à des participations, plus 1 000 euros. Opération d'équipement, plus 13 000 euros. Chapitre 41, opération patrimoniale, plus 25 100 euros. Les recettes d'investissement sont proposées en augmentation de 7 100 euros. Au chapitre 13, subvention d'investissement, plus 47 570 euros. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, moins 82 570 euros. La ligne 021, virement de la section de fonctionnement, plus 26 000 euros. Chapitre 041, opération patrimoniale, plus 25 100 euros. Donc je vous passe sur tous les tableaux. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 au budget principal 2021, telle que sont mentionnées ci-dessous. De prendre acte que cette décision modificative porte la section de fonctionnement à 6 756 335 euros et 94 centimes, la section d'investissement à 3 590 206 euros et 34 centimes, et que le budget principal 2021, toutes sections confondues, se porte donc à 10 346 542 euros et 28 centimes en dépenses et en recettes, et d'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toute pièce à intervenir. Bien, la commission Affaires générales et finances a vu. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne préparent pas au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Michel, toujours. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 2 années qui suivent celles de leur achèvement. Les communes qui, avant la réforme, avaient supprimé l'exonération de taxe foncière et sur propriété bâtie et qui souhaitent continuer à limiter la portée de l'exonération sont obligés de prendre une nouvelle délibération avant le 1er octobre 2021 pour limiter l'exonération à 40, 50, 60, 70%, 90 ou 90% de la base imposable. L'absence de délibération avant le 1er octobre 2021 aura pour une conséquence de porter l'exonération de 2 ans à 100% à partir de 2022. Les communes qui ne s'étaient pas opposées à cette exonération de 2 ans, ce qui est le cas de Guilher, peuvent, si elles le souhaitent, s'opposer partiellement à l'exonération pour tous les nouveaux logements ou uniquement pour ceux qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État. Dans ce cas, elles doivent prendre une délibération avant le 1er octobre 2021 pour fixer le taux de l'exonération en 2022 et 2023 à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90%. Pour rappel, les pertes de ressources des collectivités liées à l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur propriété bâtie ne sont pas compensées par l'État. Le maire de Guilher expose les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettant au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation
ou de préviser à l'article R. 331-63 du même code. En application des dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts, il est proposé au Conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements à 40% de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage habitation. Le Conseil municipal charge Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Donc il est demandé. D'accord. Bon, merci. Les commissions urbanisme, aménagement, développement durable ont vu le dossier. 5 avis favorables, 2 abstentions. D'accord. Commission affaires générales et finances. D'accord. Y a-t-il des questions? Oui. Après une augmentation régulière de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, nous allons voter aujourd'hui sur l'abaissement de l'exonération de cette TFPB pour les constructions nouvelles. L'exonération passant de 100% à 40%, les ménages concernés verront avec cette délibération l'imposition due passer de 0% à 60% les 2 premières années de leur installation. Nous avons des points de vue différents des vôtres sur ce qui amène la municipalité à augmenter ses revenus par les taxes et nous n'insisterons pas sur la gestion financière de la majorité. En revanche, vous mettez régulièrement l'accent sur l'attractivité de notre ville. Les revenus de la commune issus des taxes augmentent donc déjà mécaniquement. En l'état, la minorité votera contre cette délibération et nous souhaitons faire 2 propositions. Tout d'abord, dans un souci de prise en compte de la situation des moins aisés, nous souhaitons, comme cela est précisé en introduction de la délibération, que les logements financés au moyen de prêts aidés par l'État continuent d'être exonérés à 100%. Enfin, nous pourrions, comme le font certaines communes, proposer une exonération totale de la TFPB pouvant courir jusqu'à 5 ans pour les logements achevés avant le 1er janvier 1989 dont les propriétaires réalisent des travaux de rénovation énergétique. Merci. Autre intervention ou questionnement? Par contre, je proposerai qu'on allume la lumière, si possible. Alors, je ne vais pas répondre directement, je vais tout simplement dire que depuis que je suis maire, je n'ai pas vu, surtout moi ces dernières années, je veux dire depuis le mandat précédent, il n'y a pas eu une année où il n'y a pas eu une réforme de la fiscalité. Chaque gouvernement arrive et essaye un ministre essaye de faire valoir ou de marquer son passage en faisant une réforme de la fiscalité. Et à chaque fois, quelles sont les conséquences? Ce sont les collectivités locales, mais la collectivité locale. Quand on fait un choix d'investir dans quelque chose, quand vous faites un choix d'investir, d'acheter une maison, ben vous le faites pour une vie ou pour une partie de votre vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend après des moyens des uns et des autres. Et vous n'aimeriez pas qu'on change les règles du jeu en plein milieu de votre remboursement d'emprunt. Ben, c'est exactement ce que l'ont fait aujourd'hui les gouvernements successifs. Et je le dis à M. Kerchamp, parce qu'il faudrait bien qu'il regarde comment se drive la fiscalité locale. Et depuis de très nombreuses années, encore là récemment, puisqu'on vient de nous apprendre que nous allions avoir à prendre en charge des choses qui nous étaient remboursées pour s'occuper des gamins le midi, la ESH, ça devient aujourd'hui, ce n'est plus pris en charge par l'État, c'est les collectivités locales qui devront les prendre. Vous savez, on vous enlève des petits morceaux comme ça, mais les petits morceaux, c'est comme les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et à un moment, les rivières font les grands fleuves. À partir de 2014, on nous a invoqué sur le redressement des finances publiques. En 2014, je ne vous dis pas ce que ça va être les redressements des finances publiques en 2022, suite aux milliards et aux centaines de milliards qu'on a distribués. Mais j'ai comme l'impression que tout le monde me dit que tout va bien, même avec des centaines de milliards distribués, la France va s'en sortir. Mais en 2014, elle ne s'en sortait pas.
Et on a demandé aux collectivités locales de participer à l'effort de la nation pour désendetter l'État. Ce qui a fait que d'une DGF qu'on avait à 1 285 000 en 2013, elle n'est plus que de 953 000 en 2021. Et je pose l'équation à M. Kerjean, comment fait-il, avec ces 300 000 euros, attendez, elle est à 953 000 aujourd'hui. La différence n'est pas de, la différence est de 332 000 pour une année, mais le cumul des années, aujourd'hui, c'est 1 912 000 que la ville de Guilherme n'a pas eu. L'année dernière, on nous supprime, enfin, il y a quelques années, 3 ans, on nous supprime la taxe d'habitation. 20% des Guilhériens, ça correspond en plus à la moyenne nationale, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, 20% des Guilhériens continuent à le payer, ne paieront que 30% de leur taxe d'habitation cette année. L'année prochaine, c'est terminé. La taxe d'habitation représentant la plus grosse taxe comparée à la taxe foncière. Il ne faut pas faire croire aujourd'hui dans l'exonération, la suppression de l'exonération, que ça concerne tous les Guilhériens. Ça va concerner que quelques ménages. C'est ce qu'on disait. Ouais, mais enfin, l'interprétation de certains peut-être pourrait dire que... Non, attendez, permettez. Voilà. Je dis, voilà, c'est pour que certains ménages... Ah oui, effectivement, il y a une année, cela, effectivement. L'attractivité de la collectivité. Effectivement, c'est peut-être un morceau de l'attractivité de la collectivité. Mais il n'y a pas que ça comme attractivité. Et mes collègues savent que l'attractivité, c'est aussi beaucoup de choses qui se passent sur la collectivité et qui font que la commune de Guilherme est aussi a une attraction à faire venir des jeunes ménages, ou surtout à les garder, parce que c'est notre volonté de garder nos jeunes ménages, nos enfants de Guilherme sur la commune, et c'est pour ça que l'on fait des promotions immobilières. De là à aller aider ceux qui ont déjà une aide de prêt aidé. Est-ce qu'il n'y a que ça ces gens-là qu'il faut aider? Je ne suis pas si sûr. Nous, quand on a fait un chèque de 20 000 euros, parce que ça correspond à ça, entre le niveau du mètre carré sur la commune, du prix moyen, comparé au prix que l'on a fait aux jeunes dans notre... C'est comme si on leur faisait un chèque de 20 000 euros. Là, on parle de quoi? On parle de quoi? De 250, 300 euros. Ah, je peux vous dire qu'on est quand même dans un différentiel important. Après, ceux qui sont à la question de la propriété ou qui ont des aides, effectivement, ils ont des taux avantageux et ou alors c'est des promoteurs qui sont obligés de faire des loyers modérés. Redonner une aide à des promoteurs sur des choses qui ne vont pas forcément répercuter. Donc, aujourd'hui, voilà, on a décidé de supprimer l'exonération de 100%. Pourquoi 40%? Puisque la 40%, c'est encore la part départementale. Et c'est là on n'a pas le levier dessus. Enfin, normalement, on aurait dû avoir le levier. Mais l'État, la loi n'est pas encore sortie, les décrets ne sont pas encore sortis, pour pouvoir voir si on supprime, parce que le 40%, ça correspond à la part départementale, mais comme la part départementale est transférée aux collectivités, devrait l'être, c'est pas encore fait, donc pour l'instant, on a une exonération de 60%, on enlève une exonération de 60% sur les taxes foncières. Mais c'est pas par plaisir qu'on le fait, c'est parce que l'État nous impose. On peut tout simplement dire, on ne fait pas, et je dirais, se met la tête dans le sable, et je dirais, aujourd'hui, nous, on le fait à Guilherme, mais j'ai des collègues que ça fait bien longtemps qu'ils voyaient le vent arriver et qui l'ont fait depuis longtemps, c'est supprimer cette exonération. Voilà, c'est pas parce que mes collègues le font que je le fais, c'est parce que je sens aussi que l'année prochaine, on va nous demander encore, on va nous serrer la vis, et à partir de là, il vaut mieux être prévoyant, et pour assurer nos ressources. Les ressources, je ne sais plus, c'est quel montant? Ça va être un montant de l'ordre de 30 000 euros, Michel? Oui, à peu près. C'est ça, 30 000 euros annuels pour la collectivité, alors qu'on perd 350 000 euros par an. Faites-moi le rapport. Mais on peut avoir une vision différente des choses, mais c'est ma vision à moi, et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de voter
la suppression de cette exonération qui va représenter que quelques guilériens et qui sera effective à partir de 2022. Voilà. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Ensuite, c'est toujours Michel. Non, c'est Anne-Sophie sur la cession du 41 rue Charles de Gaulle. La commune possède un bien immobilier situé 41 rue Charles de Gaulle dans le centre-bourg de Guilers. Cette propriété, cadastrée section BB, parcelle numéro 23 et parcelle numéro 24, pour une contenance totale de 447 m² environ, comprend une maison d'habitation et sa dépendance édifiée en 1958. Étant donné l'emplacement stratégique de cette propriété, il est envisagé de céder ce bien à la SARL Kemener Promotion, siège social 95 rue Jean-François Champollion à Guilers, qui projette la construction d'un collectif de 6 logements ainsi que d'un espace commercial au rez-de-chaussée. France Domaine a été consulté. Avis numéro 2021-29-069-52-828 du 26 juillet 2021. Le prix de cession du bien a été fixé à 150 000 €. Les frais liés à cette transaction étant à la charge de l'acquéreur. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions qui précèdent, d'autoriser la cession à la SARL Kemener Promotion de la propriété située 41 rue Charles de Gaulle à Guilers, au prix de 150 000 €, les frais afférents étant pris en charge par l'acquéreur, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à cette transaction. Bien, merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Merci. Commission affaires générales et finances. Merci. Y a-t-il des questions? Alors sur ce point, nous sommes très interrogatifs. Tout d'abord, il n'y a visiblement pas eu de mise en concurrence. Difficile dans ces conditions de savoir si le prix proposé est correct. France Domaine, dans son avis, évoque simplement un prix pouvant être accepté. Et puis, il y a la chronologie que nous avons du mal à comprendre. Dépôt d'un permis de construire le 10 juin 2021. Permis délivré le 26 juillet 2021 au propriétaire, l'entreprise Kemener Promotion. Et enfin, le conseil municipal appelé à autoriser la cession le 23 septembre 2021, soit près de 2 mois après l'attribution du permis de construire. N'y a-t-il pas là une anomalie? Non, il n'y a pas d'anomalie. Alors sur le premier point, la mise en concurrence, il n'y a pas de mise en concurrence. Tout simplement, c'est un bien qui avait été décelé, enfin, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, dans le cadre de l'étude de la DEPA en 2009-2010, comme en face de la mairie, comme ailleurs. Et donc, ce dossier-là, et je ne vous cache pas, tout n'est pas obligé de dire dans la presse, mais le notaire qui était à côté est venu me voir en disant qu'il allait acheter la maison pour agrandir son étude. Pas de problème. Moi, je dis, ben, vous le faites, et puis vous faites votre affaire. Il me dit, je vais faire un petit programme immobilier, pas de problème. Puis un jour, il m'appelle, il me dit, non, je laisse tomber, je vais me débrouiller dans ces locaux, et puis il y avait un local à côté qui était vacant. Il dit, ça me suffira, j'ai pas besoin d'aller à côté. Bon. Mais comme, comment dire, un notaire est par principe au courant de toutes les affaires, même avant que la mairie soit souvent interrogée, eh bien, M. Kemener est arrivé en disant, ben, la maison est à vendre, a priori, c'est le notaire qui m'a dit ça. Ben, j'ai dit, ouais. Bon, moi, ça pourrait m'intéresser. Ben, j'ai dit, oui, ben, moi, il me faut d'abord savoir qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que vous allez faire dans ce truc-là. Moi, c'est un petit programme immobilier, un peu dans le même genre qu'à côté. Et sans doute, ce serait bien qu'il y ait un petit commerce et puis voir quelles sont les possibilités. Après, voir les services de la métropole en matière de parking et tout ça. Et puis l'intégration dans l'environnement. Tout ça, ça a été fait, ça a été préparé. Bon, il y a eu un accord de principe. Et puis voilà, le dossier a été déposé. On aurait dû dépasser ça plutôt au conseil municipal, mais pour une raison, parce que les France Domaine, c'est fort. Quand on achète la maison,
Quand on est à moins de 180 000 euros, on n'a pas le temps, on vous fait confiance, vous achetez, et puis au prix qui est demandé, si c'est moins de 180 000. Bon, ok, on n'est pas obligé d'avoir l'avis de France Domaine. Mais on revend à quelqu'un d'autre, tout de suite il faut l'avis de France Domaine, même si ça reste en dessous de 180 000. Je vous pose la question, trouvez l'erreur. Bon, encore quelque chose qui est compliqué à comprendre. D'un côté, on nous demande, et d'un côté, on ne nous demande pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à France Domaine, ce qui a fait retarder à ce conseil municipal le machin. Autrement, ça aurait été fait le 2 juillet. Voilà. Bon, donc maintenant, là, ils peuvent déposer, comme moi, je peux demander un permis un CU, un certificat d'urbanisme, sur le terrain de n'importe qui de la commune, sans que la personne soit au courant. Je peux demander un certificat pour savoir ce que je peux faire, etc. Et bien là, à partir du moment où il y avait, je dirais, une intention d'achat, ben, je ne vois pas pourquoi on allait refuser. De toute façon, ils ne pourraient pas construire tant que le dossier ne serait pas passé au conseil municipal. Donc voilà. Et aujourd'hui, la valeur correspond à ce que ça a été évalué, et aujourd'hui, la commune ne perd pas d'argent sur cette affaire-là. C'est tout ce que je peux dire. Juste, je rebondis sur vos propos. C'est quand même, ça peut paraître surprenant, je veux dire, pour les personnes qui ont eu l'occasion de voir le panneau qui est donc sur, je dirais, la maison en question, et qui indique bien que le propriétaire sait déjà, je dirais... Bon, il a été un peu trop vite, on aurait dû lui dire... oui, mais il n'y a pas eu de délibération du conseil municipal, et c'est déjà, comment dire, lui le propriétaire. C'est ça qui nous pose, je dirais, un problème. Bon. Je pense qu'il a été un peu plus vite que la musique. Moi, je n'ai même pas vu qu'il y avait le panneau dessus. Hein? Ouais. Bon. Là, ça ne fait rien lui dire parce que... Bon, je comprends, j'entends, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont qui veulent aller très vite. Je sais qu'ils veulent aller très vite. Impatients de mettre le premier coup de pioche. Mais bon. Puisqu'il a la demande, et là aussi, il y a la demande pour ces appartements, ces logements. Voilà. Autre intervention, il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Combien d'abstentions? Je n'ai pas vu. Levez bien la main. 5, 6 7. Allez. 7 abstentions. Merci. Sophie, convention de superposition de gestion du domaine public. Dans le cadre de l'implantation de son mobilier urbain d'information municipale, la ville de Guilers a sollicité Brest Métropole afin d'occuper son domaine public routier. En effet, le transfert de la compétence voirie de la commune de Guilers ne permet pas à la commune d'occuper le domaine public routier de la métropole pour y implanter du mobilier urbain d'information municipale. Dans ce cadre, il convient de clarifier les conditions d'intervention de la commune de Guilers sur le domaine public de la métropole afin de lui permettre de gérer le mobilier d'information municipale ressortant de sa compétence. Le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit une procédure à mettre en œuvre afin de prévoir plusieurs affectations d'un même domaine public, à condition que l'affectation supplémentaire soit compatible avec l'affectation principale. Il s'agit de la procédure de superposition de gestion prévue par les articles L. 2123-7 et L. 2123-8 de ce code. La superposition de gestion d'affectation donne lieu à l'établissement d'une convention destinée à régler les modalités techniques et financières de gestion de l'immeuble concerné en fonction de la nouvelle affectation. C'est dans ce cadre qu'est proposée la conclusion d'une convention de superposition de gestion entre Brest Métropole et la ville de Guilers, permettant l'implantation et la gestion du mobilier d'information municipale par la commune, dans le respect de l'utilisation normale du domaine public routier occupé. La convention a été approuvée par le bureau de métropole le 5 juillet dernier. Il convient donc de proposer au conseil municipal d'approuver la convention entre Brest Métropole et la ville de Guilers et d'autoriser monsieur le maire et ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de ces dispositions. Merci. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. Affaires générales et finances. Avis favorable. Merci. Y a-t-il des questions? Oui.
Monsieur le maire, au travers de cette convention, vous avez donc le pouvoir d'encadrer la publicité sur la commune et de faire votre propre choix vis-à-vis de Brest Métropole. Ceci est une bonne chose. Cependant, nous sommes contre le projet d'affichage publicitaire qui a été exposé en commission. La mise en place de panneaux sur notre commune pourra certes être utilisée pour informer sur les activités de la commune, de ses associations, de ses commerces, mais elle sera aussi synonyme de publicité de toutes sortes. À l'initiative de collectifs écologiques, de collectifs anti-pub, d'élus, de nombreuses communes ou agglomérations ont fait le choix de combattre les affichages commerciaux. Pour les uns, ces panneaux de nouvelle génération sont l'avenir de l'affichage. Pour les autres, ils sont une pollution visuelle de plus, visuelle et énergétique notamment. La balance avantage-inconvénient de ces panneaux publicitaires et d'information est pour notre part déficitaire, et nous espérons sincèrement que notre avis sera pris en considération et que d'autres moyens seront recherchés pour informer les Guilhériens. Merci. D'accord. Vous avez des propositions à faire? On compte sur les commissions, par exemple, où on pourrait en débattre, justement. Moi, on a mis un panneau numérique au centre-bourg, là. Je n'ai pas entendu un Guilhérien se plaindre, parce qu'ils ont des fois les informations à l'instant T. Et ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est de mettre un devant la mairie, ce qui me paraît être normal devant la maison du peuple, de mettre une information. Et en échange, effectivement, on nous promet de mettre donc sur le domaine communal quelques panneaux, 6 panneaux, avec d'un côté des informations, alors culturelles, et j'en passe, hein, on peut mettre beaucoup d'informations, parce qu'il y a des gens tout simplement qui des fois ne viennent pas au bout et qui pourront avoir l'information ailleurs. Et c'est vrai qu'en échange, mais ça ne coûte rien à la collectivité, il y a effectivement une publicité. Alors, une publicité, tant que ça reste dans le domaine du raisonnable et qu'on n'ait pas des publicités un peu... moi, ça me convient. D'ailleurs, Brest Métropole le fait sur le domaine public et beaucoup de communes le font sur le domaine public. Voilà. Mais moi, tant qu'on ne m'a pas proposé des solutions alternatives, alors ça n'empêche pas que ça sera sur Facebook, je vois de l'or là-bas, mais il y aura toujours plein d'informations. C'est autre chose. On est parti d'un excès de panneaux que l'on voit dans des zones commerciales, et notamment à Brest, où les panneaux sont les uns après les autres, et je comprends qu'il y a une pollution visuelle, et on met tout le monde dans le même sac, mais on voudrait supprimer de l'information, alors que on met ça dans le cadre de panneaux publicitaires. Ce n'est pas des panneaux publicitaires, ce sont des panneaux d'information. Il ne faut pas mélanger tout ça. Pardon, mais ce sont quand même des panneaux publicitaires d'un côté et des panneaux d'information de l'autre. Voilà. Mais aujourd'hui, quand la loi est passée pour le problème de l'excès des panneaux, c'était des panneaux publicitaires. Hein, et puis on les connaît, hein, les gens qui se plaignent. D'ailleurs, certains nous ont envoyé un courrier pour ne pas payer la taxe TLPE, des grands groupes nationaux qui se sont engraissés pendant des années, qui ne veulent pas payer la taxe locale sur la publicité extérieure, sous prétexte qu'ils ont eu une mauvaise année. Alors, excusez-moi du peu, mais comment ils ont été envoyés, surtout pas ceux-là, à venir se plaindre, quoi. Voilà. Oui. Juste une réaction, s'il vous plaît. Oui. C'est vrai, autant un panneau sur le pari de la mairie, ça pourrait avoir du sens. Mais le problème de mettre 5-6 panneaux, c'est que, effectivement, comme vous l'avez dit, la mairie n'a aucun droit de regard sur la nature des publicités qui sont sur ces panneaux. Si ça dérape dans des trucs, comment apporter extrêmes, je dirais, et puis ou des trucs pour les enfants, enfin bref, vous comprenez, on serait amené à supprimer ou à... Oui, vas-y. Donc en fait, ça va être un processus de mise en concurrence dans le cadre d'une concession de service. Donc on encadre aussi ce qui va être mis sur les panneaux. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Voilà. On aura une concession de service. Voilà, d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Contre. D'accord. Anne-Sophie, valorisation des CE.
La ville de Guilherme a signé en octobre dernier une convention avec Brest Métropole lui permettant de valoriser financièrement les certificats d'économie d'énergie que la commune pourrait générer via ses investissements. Dans le même contexte, un dispositif de bonification des C2E dénommé coup de pouce tertiaire permet de multiplier les C2E jusqu'à un facteur 4 en cas de changement d'un dispositif de chauffage d'un équipement communal pour un équipement plus vertueux. Détail des conditions de bonification. Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026. Alors, je vous fais pas tout le détail, on l'a vu en commission. On peut donc aller d'un facteur 2 à un facteur 4 en fonction de si on part du fioul ou du charbon ou du gaz vers par exemple vers une pompe à chaleur RO ou OO. Là, on passe à un facteur 4 si on part du charbon. Enfin, du fioul plutôt, parce que chez nous, on n'a pas de charbon. Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif lorsque la commune engagera ce type de travaux, si tel est le cas, il convient de signer préalablement une convention dédiée avec un des opérateurs de valorisation coup de pouce tertiaire agréé. Le service énergie de la ville de Brest et de Brest Métropole a sélectionné l'opérateur SAS Certinergie parmi d'autres prestataires, en s'appuyant notamment sur le critère d'une plus grande souplesse calendaire de cet opérateur. Aujourd'hui, le service énergie de Brest Métropole recommande cet opérateur de la ville de Guilherme pour les mêmes raisons, sans que Brest Métropole n'ait d'intérêt spécifique à cela. De plus, l'instruction des dossiers dans le cadre proposé par Certinergie pourrait être facilitée dans le sens où les services de Brest Métropole, qui maîtrisent déjà bien ce processus, sont disposés à conseiller les services de Guilherme en cas de besoin, sans y être tenus pour autant. Donc, convention de partenariat Certinergie, on a le lien. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents permettant cette mise en œuvre. Merci. La commission marine, aménagement, développement durable a vu le dossier. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires? Unanimité, merci. Michel, adhésion de la ville de Guipava et le Conservatoire botanique pour le groupement de commandes pour les besoins récurrents. Le cadre juridique de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics de constituer des groupements de commandes afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics, soit de façon temporaire pour répondre à un besoin communal ponctuel, soit de manière permanente en vue de répondre à des besoins communs récurrents. Les groupements de commandes permettent de mutualiser les achats, offrant ainsi la possibilité de réduire les coûts de passation des consultations, générer des gains et développer les expertises dans les domaines d'achat concernés. Au regard des enjeux de mutualisation par délibération 2020-06 du 15 octobre 2020, le conseil municipal a approuvé la constitution d'un groupement de commandes permanent portant sur les achats récurrents entre la Brest Métropole, la ville de Brest, la ville de Gonou, Quéruon, Plouzané, Guilherme, Boa, Plougastel, le CCAS de la ville de Brest, Brestem, la SEMPI, Sotraval SEM, Sotraval SPL et Sotraval GIE, Brest Métropole Aménagement SEM et Brest Métropole Aménagement SPL, les pompes funèbres des communes associées, SEM, les eaux du Ponant, Brest Métropole Habitat, les ateliers des Capucins, société publique locale, l'ADEPA, Agence d'urbanisme Brest-Bretagne. Suite à la signature de la convention de groupement par l'ensemble des membres précités, le groupement de commandes est entré en vigueur en novembre 2020. En juin 2021, la ville de Guipava et le Conservatoire botanique national de Brest ont manifesté le souhait d'adhérer à ce groupement de commandes. Conformément aux dispositions de la convention de groupement, l'adhésion de nouveaux membres nécessite un avenant à la convention par délibération ou décision concordante des instances délibérantes ou décisionnelles des membres et ne peut concerner que des consultations postérieures à l'adhésion. Cette extension du groupement à ces deux nouveaux membres n'entraîne aucune modification des modalités de fonctionnement. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission administration générale, d'approuver ces adhésions et la convention de groupement de commandes ci-jointe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. La commission affaires générales et finances a vu le dossier. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne préparent pas au vote? Des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Subvention aux associations sportives. Mathieu.
Les clubs sportifs guilériens peuvent obtenir une prise en charge de leurs frais de déplacement hors Finistère sur présentation de justificatifs. L'Amicale laïque tennis de table nous a transmis une demande de remboursement de frais de déplacement pour la saison 2020-2021. Après étude du dossier, le montant ci-dessous est à verser. Amicale laïque tennis de table, 73,37 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021, à l'article 657 482, subvention aux associations pour déplacement. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant de cette subvention et d'en autoriser le versement. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport a vu le dossier. Avis favorable. D'accord. L'administration générale. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Gilbert, sur le participation financière au syndicat du Vélodrome. Oui, la commune de Guilher verse annuellement une participation financière au syndicat intercommunal du Vélodrome Brest-Ponant-Iroise, situé à Pouzonnet, pour information. Pour l'année 2021, une participation de 1 304 € est demandée à la commune. En 2020, c'était 1 325. Il est proposé au conseil municipal de donner son accord pour le versement de ces participations qui sera imputé à l'article 65 548 du budget primitif 2021, intitulé « Autres contributions aux organismes de regroupement ». Merci. La commission culture, animation, jeunesse, sport, enfance a vu le dossier. Avis favorable. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Subvention 2021 dans le cadre de la mise en place de la section foot au sein des collèges Croix-Pédoc et Sainte-Marie. Mathieu. Le 28 septembre 2017, la ville de Guilher a signé une convention avec l'AEG. Celle-ci prévoit le versement d'une subvention annuelle de 1 800 € pour les années 2017, 2018, 2019, sans le cadre de l'école de football au sein des deux collèges de la commune. Considérant qu'il a été pris en compte l'évolution des effectifs de la section, un avenant a été pris par délibération du conseil municipal du jeudi 19 septembre 2019. Cet avenant prévoit le versement plafonné à 2 700 € durant 3 années à compter de 2019, sous réserve d'un bilan présenté comme il est prévu dans l'article 2. La somme pourrait alors être réactualisée en cas de baisse des effectifs. Les effectifs de l'année scolaire 2019-2020 étaient de 45. Les effectifs pour l'année scolaire 2020-2021 étaient de 54. Les effectifs pour l'année scolaire 2021-2022 sont de 68. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 2 700 € pour l'année 2021. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020 à l'article 657 783, subvention exceptionnelle. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association a vu le dossier. Avis favorable. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des... Je ne prends pas part au vote. D'accord. Ah oui. Donc, je ne prends pas part au vote. Des avis contraires, des abstentions. Merci. Autorisation de recrutement d'agents contractuels. Michel Canour. Considérant que les besoins du service peuvent justifier le recrutement d'agents contractuels dans plusieurs situations, quand l'embauche d'un fonctionnaire n'est pas possible. Sur tous les emplois permanents de la collectivité ouverts au tableau des emplois, dans la limite du taux d'emploi maximal prévu au tableau des emplois. Pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles pour les raisons énumérées à l'article 3-1 de la loi numéro 84-53, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi de fonctionnaire susceptible d'assurer les fonctions correspondantes, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient ou sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%. Sur des emplois non permanents de la collectivité pour faire face temporairement à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité dans les conditions fixées à l'article 3.1 de la loi susvisée, pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de 18 mois consécutifs, ou à un accroissement saisonnier d'activité dans les conditions fixées à l'article 3.2
de la loi survisée pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de 12 mois consécutifs, pour mener à bien un projet et une opération identifiée pour une durée minimale d'1 an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de 6 ans. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à recruter du personnel contractuel dans les conditions ci-dessus pour la durée du mandat 2020-2026. Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions exercées, leur expérience et leur profil. Merci. La Commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? L'attention, unanimité, merci. Recrutement de 2 agents dans le cadre d'un contrat unique d'insertion parcours emploi compétences. Michel. Vu la circulaire numéro DGEFP, je n'ai pas besoin de la lire, du 11 janvier 2018, relative au parcours emploi compétences et au fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi, vu l'arrêté de la préfecture de la région Bretagne du 2 janvier 2019, depuis janvier 2018, des contrats aidés ont été transformés par le dispositif Parcours emploi compétences dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. La mise en œuvre du Parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement, un emploi permettant de développer des compétences transférales, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Dans le cadre du dispositif Parcours emploi compétences, de QIPEC pourrait être recruté au sein de la commune pour exercer les fonctions d'agent polyvalent à raison de 20 heures minimum par semaine. Son contrat à durée déterminée est conclu pour une période comprise entre 6 et 11 mois, renouvelable une fois dans la limite de 24 mois. La rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire. À ce jour, le montant de l'aide de l'État accordée aux employeurs est exprimé en pourcentage du SMIC brut et défini par décision du préfet de région. Cette aide varie en fonction de la situation de la personne recrutée, de 35% à 80%. Ces parcours sont pris en charge sur une durée de 20 heures hebdomadaires. Au-delà, la prise en charge est assurée par la collectivité. Je précise le contexte. La commune de Guilher décide donc de recourir à ce dispositif en conciliant ses besoins avec la perspective d'aider 2 demandeurs d'emploi à s'insérer dans le monde du travail. L'un des agents interviendra à l'école Pauline de Kergomar et l'autre à l'école Chateaubriand en qualité d'agent polyvalent à raison de 20 heures hebdomadaires minimum sur les missions suivantes. Service périscolaire, restaurant scolaire, garderie et entretien, accueil et aide aux jeunes enfants, service et surveillance des élèves pendant la pause méridienne, plonge et ménage des classes, et également entretien des bâtiments communaux. Il est demandé au conseil municipal de valider la proposition de recruter 2 agents polyvalents dans le cadre du dispositif PEC à raison de 20 heures hebdomadaires minimum. Il est demandé. Merci. Donc la commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association a vu le dossier. D'accord. La lien social, affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Comme évoqué lors de la commission, bien évidemment, nous nous félicitons de ces 2 recrutements pour nos écoles. Il nous semble important que la commune participe activement à l'insertion des personnes éloignées du marché de l'emploi. Nous voterons donc pour, mais avec 2 réserves. La première concerne le temps de travail. 20 heures, c'est un peu court pour acquérir des compétences. Il nous semble que les besoins de nos écoles permettraient d'aller au-delà de ce minimum de 20 heures. La seconde réserve concerne la rémunération. Pourquoi ne pas aller au-delà du SMIC? Il suffirait que le Conseil le décide. Avec 20 heures par semaine au SMIC, cela correspond à un peu plus de 700 € net par mois. Difficile de vivre avec un tel salaire et de se sortir de la précarité. Nous aurions souhaité que le Conseil aille au-delà des minimums autorisés pour permettre des emplois et des salaires décents, seule façon de contribuer à ce que celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi puissent en sortir progressivement. Merci. Quelqu'un veut répondre? Cette délib, on l'a fait, elle a été rédigée suivant l'arrêté du préfet
Et donc, on le tient à votre disposition. Toutes les questions que vous posez là-dedans, que vous posez actuellement, sont inscrites dedans. Donc, si vous voulez, je vous le remets tout à l'heure. Oui, je veux bien, parce qu'on en avait parlé en commission. Ouais. Donc, on vous a fait un exemplaire, une photocopie. Ouais, mais sur ce point, sur les points qu'a évoqué Jean-Philippe, il y a 2 points. Il y a le point du nombre d'heures. Donc c'est indiqué 20 heures minimum. Donc nous, on aimerait bien savoir si on va aller au-delà des 20 heures. Et après, il y a la question de la rémunération. Et là, la décision, le Conseil peut très bien décider d'aller au-delà du SMIC, d'aller SMIC plus 5% ou SMIC plus 10%, je ne sais pas. Mais le Conseil peut c'est pas la proposition qu'on vous fait. La proposition, c'est de 20 heures. Mais je suis entièrement d'accord. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Ma réponse, moi, sur lui, c'est de vous dire, on fait une proposition. Si demain, les heures doivent évoluer, c'est 20 heures minimum. Et on peut aller jusqu'à 35. Voilà. Aujourd'hui, on va faire le choix de 20 heures minimum. Et ensuite, c'est dans le cadre de, de l'insertion. Je vais changer de dossier. Vous avez pu voir qu'on a un bâtiment qui est presque fini dans la zone de Kiribati. 60 emplois, 24 heures. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais ça permettra à certains jeunes de remettre le pied à l'étrier. Certains étudiants, avec des horaires bien définis, de faire un petit revenu pour permettre de financer plein de choses, peut-être un peu leurs études, mais aussi d'avoir un petit pécule. Bon, voilà, moi je reste ouvert à toute solution, et si demain les gens conviennent, c'est bien un programme d'insertion. Donc après, moi je me limite à ce que l'on souhaite, c'est d'abord voir si les gens veulent s'insérer, et ensuite s'ils veulent s'insérer, ben, j'irai après, on repassera et on verra si les gens peuvent rentrer dans la fonction publique par des formations et par rote, et puis se faire des concours, et puis demain devenir. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'il est proposé, c'est dans le cadre d'un programme d'insertion et aussi un parcours emploi compétences, et c'est là qu'on va voir si les gens, effectivement, peuvent intégrer. Oui, Anne. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il n'est pas question que ces postes de CUI prennent la place de titulaires. C'est en plus. Et on est bien dans un principe d'insertion de gens, donc c'est très contraint, et tant mieux que ce soit contraint, sur les publics que l'on va accueillir. Ce sont des gens éloignés de l'emploi, c'est-à-dire plus d'1 an au chômage. Ce sont des gens qui ne perçoivent plus d'indemnité Pôle emploi. Ce sont des personnes peut-être en situation de handicap. Ce sont des personnes au RSA. Ce sera toujours plus qu'un RSA, et tant mieux. Et c'est un salaire et non une indemnité, et tant mieux. Ce qui leur permet, outre le fait d'être réinsérés à 20 heures, peut-être plus, dans un premier temps, formés, et si possible, réinsérables dans l'emploi durable. C'est l'objectif. Donc à partir de là, les 10,25 € qui correspondent à un SMIC sont cohérents par rapport à, et toujours plus que les aides sociales qu'ils perçoivent depuis malheureusement trop longtemps. Malheureusement pour eux, j'entends. Anne, tu voulais dire quelque chose ? Rajouter aussi que c'est, pour ma part en tout cas, important d'aller par étapes, et que quelqu'un qui a été éloigné, et Pierre peut le confirmer, quelqu'un qui était éloigné de l'emploi depuis longtemps, c'est difficile de se réadapter, tout ça. Donc je pense qu'on commence par 20 heures et puis on verra ce que la personne désire. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de critères qu'on prendra en compte après. Je compléterai, le CCAS a eu l'occasion d'avoir la visite à notre demande de défi emploi, qui est financé par la métropole, entre autres, et par des fonds européens, et où on nous a bien expliqué ce qu'était la notion d'éloigné de l'emploi. Il y a des invisibles, la notion d'invisible, et comme a pu le dire Anne Caro, on ne peut pas mettre, il ne faut pas rêver, on ne peut pas mettre à temps complet une personne très éloignée de l'emploi. Tout ça est progressif. Mais la collectivité participera autant qu'elle le peut pour... alors là,
mais aussi dans le cadre des entreprises, parce qu'on a une autre entreprise qui arrive derrière et qui va créer aussi 50 emplois. Donc c'est 110 emplois quand même sur un an et demi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça sur la collectivité. Et moi, je mets d'abord en priorité, d'ailleurs on a rencontré les chefs d'entreprise, pour que d'abord soient entretenus nos guilériens, avant toute chose, et de voir un peu aussi, après les avoir un peu, étudier leurs compétences, voir si ça correspondait. Je sais que... Mais on va pousser à ce qu'il y ait le maximum de jeunes. Vous savez, on est dans un moment où on est plutôt une crise de l'emploi, indépendamment de ce qui se passe peut-être à Naval Group, mais bon. Mais on est plutôt dans une crise de l'emploi, on a de la recherche quand même de gens dans toute corporation, et il y a un gros souci, mais très gros souci de recrutement aujourd'hui. Et je pense qu'il est plus que temps de mettre en correspondance. Bon, Pôle emploi fait son travail, mais a priori, il y a encore du boulot à faire. Donc voilà. Et nous, on participe à notre manière. Et c'est pour ça que je vous propose de voter cette délibération. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Création et recrutement d'un contrat d'engagement éducatif. Michel, animateur enfants jeunesse. Le contrat d'engagement éducatif CEE a été créé par le décret numéro 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi numéro 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Le CEE est un contrat de travail de droit privé spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. Aucune des dispositions législatives ou réglementaires ne fait obstacle en matière de fonction publique territoriale au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrats d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d'engagement éducatif en vue de l'organisation d'accueil collectif de mineurs dès lors qu'il s'agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type d'activité. La notion de participation occasionnelle se traduit par l'impossibilité d'engager un même agent contractuel pour une durée supérieure à 80 jours de travail pour 12 mois consécutifs. Ne peut être engagée en CE une personne qui anime au quotidien des accueils en période scolaire. La personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et elle doit être affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps spécifique. Pour bénéficier du CE, il faut notamment justifier des qualifications exigées, comme par exemple le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, BAFD. Dans la mesure où ce contrat est considéré comme non professionnel, il est possible de le cumuler avec un autre contrat de travail. Les dispositions relatives à la durée légale ne s'appliquent pas aux titulaires d'un CE. Celui-ci bénéficie expressément d'un régime dérogatoire permettant de tenir compte des besoins d'activité. Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables. Le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculée en moyenne sur une période de 6 mois consécutifs. Il bénéficie d'une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives, minimum par période de 7 jours. Le salarié bénéficie également d'une période de repos quotidien fixée à 11 heures consécutives, minimum par période de 24 heures. La rémunération des personnes titulaires d'un CE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour. Pour l'organisation de l'espace jeune pendant les petites vacances et l'été, y compris les séjours extérieurs, il s'avère nécessaire de recruter des animateurs. Donc, vous proposez au conseil municipal? Oui, c'est bon. Donc, il est proposé au conseil municipal d'appliquer le contrat d'engagement éducatif pour le recrutement des animateurs saisonniers de l'espace jeune, de créer à compter du 1er janvier 2022 par session d'activité vacances de Noël, hiver, printemps, été, Toussaint, dans le cadre de contrats d'engagement éducatif, 2 postes d'animateurs pour l'espace jeune. Ces postes sont pourvus en fonction des 2 besoins constatés. Les journées de préparation des réunions, les nuitées ou veillées liées à des activités accessoires pour les séjours seront précisées individuellement sur les contrats d'engagement éducatif dans le respect
de la réglementation en vigueur, de fixer la rémunération des animateurs recrutés en CE comme suit, donc stagiaire BAFA, donc c'est rémunération brute par jour, 60 €, donc titulaire du BAFA, 70 €, directeur adjoint BAFD, 80 € et directeur BAFD, 85 €. Donc, il est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à recruter pour la durée du mandat les agents selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à signer les contrats de travail et tous les documents y afférents. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des documents nécessaires à la mise en place de cette décision. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association a vu le dossier. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions, unanimité, merci. Maintenant, recrutement et rémunération des agents recenseurs. En fait, c'est une délibération qu'on avait déjà passée, mais comme il y avait eu le Covid, donc tu fais simple, Michel. Ouais. Donc, voilà, tu rappelles les rémunérations. Et puis donc on repart comme l'année dernière, la création de 14 emplois d'agents recenseurs et d'un suppléant. Et donc le recensement aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. Donc je précise quand même, les personnes susceptibles d'être recrutées sont des demandeurs d'emploi, les retraités ou toute autre personne, à l'exception des élus de la commune, des personnes en congé parental, des personnes travaillant pour les fonctions publiques à temps partiel choisies, des personnes en cessation progressive d'activité et des pré-retraités. Donc les agents recenseurs sont payés en raison de 0,64 € brut par feuille de logement rempli, 1,28 brut par bulletin individuel rempli et 0,64 brut par feuille immeuble collectif. En 2016, le salaire net d'un agent recenseur s'élevait en moyenne à 956,94 €. Si l'on se fie aux recommandations de l'INSEE d'embaucher 15 agents recenseurs, le salaire net d'un agent s'élèvera à 982,46 €. La collectivité versera un forfait de 98 € pour les frais de transport. Les agents recenseurs recevront 35 € bruts pour chaque séance de formation et 75 € bruts pour la journée de repérage. Donc c'est sur la base du SMIC. Les agents recenseurs percevront une prime de bonne collecte d'un montant de 60 €. Merci. La commission lien social a vu le dossier. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Les avis contraires, les abstentions, unanimité. La convention de partenariat avec le Quartz. Thierry. Le Quartz, scène nationale, est partenaire du festival Les Mains en l'air 2021. Il programme et prend en charge la totalité des frais inhérents à la venue sur Guilher de la compagnie Ange au plafond. La compagnie vient jouer le spectacle White Dog le vendredi 19 et le dimanche 21 novembre en salle 1 à l'espace Agora. La convention de partenariat porte sur la mise à disposition gratuite de la salle 1 ainsi que la possibilité pour la mairie de Guilher de vendre un quota de 30 billets par séance pour les 2 dates citées ci-dessus. Le tarif des places est fixé à 12 €. Suivant les termes de la convention, lorsque la billetterie sera clôturée, le Quartz nous fournira une facture correspondant au nombre de billets réellement vendus par nos soins, ainsi que la collectivité afin que la collectivité puisse mandater le montant dû. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. Donc, la commission Affaires générales et finances a vu le dossier. Culture, animation, jeunesse, éducation, enfance. D'accord. Y a-t-il des questions? Non. Il n'y en a pas. On soumet au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Anne, dernier point, les tréteaux chantants. Comme chaque année, la sélection des tréteaux chantants se déroule à l'espace Pagnol en partenariat avec la commune de Bohard. La convention régissant les modalités d'organisation est revue de façon annuelle. Répartition des places du public lors de la sélection, nombre de places par commune pour la finale à l'Arena et la participation financière de la commune de Bohard. Le nombre de places sollicitées pour la finale est identique à l'an passé, soit 160 places pour Guilher et 60 pour Bohard. Il est proposé de maintenir la participation financière de Bohard à 1 850 €. Merci. La commission lien social a vu le dossier. Affaires générales et finances.
Merci. Y a-t-il des questions sur le tréteau chantant? Qui c'est qui vient cette année? Enrico. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. L'ordre du jour est épuisé. Je vous signale la date des prochains conseils municipaux. On vous les transmettra, mais je vous l'ai dit aujourd'hui, le 2 décembre, 27 janvier, 10 mars, 19 mai et 7 juillet. Donc, il y aura aussi des inaugurations. Alors, on vous a mis le carton d'inauguration du bourg parce qu'il a fallu voir avec la métropole et le président Piante pour savoir quand est-ce qu'on pouvait le faire. On a reçu les cartons tout à l'heure, donc on profite de les distribuer. On vous a aussi mis